Salut, je vais faire une petite explication de la méthode D de démocratie directe. C'est une méthode qui permet d'organiser plusieurs assemblées entre elles sans aucune hiérarchie entre les assemblées, c'est-à-dire sans assemblée centrale, sans aucun représentant. Donc, ce qui est relativement nouveau donc, dans les théories politiques sur la démocratie directe. Je vais commencer mon explication par une série de définitions, histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde au niveau des définitions et des mots employés. Ensuite, je vais expliquer le principe de base de la méthode, puis les différentes applications qu'on peut en faire, et je terminerai donc en concluant sur les possibles transitions pour arriver à vivre dans une société harmonieuse basée sur la démocratie directe. Alors d'abord, faut savoir qu'il y a trois formes de démocratie: représentative, participative et directe. Alors la représentative, il y a des représentants, ils décident. Participative, il y a des représentants, on participe avec eux. Direct, il n'y a aucun représentant. Donc chaque société donc, qui est en démocratie va avoir une constitution qui définit le rôle des institutions politiques entre elles et comment fonctionne précisément le système politique. La Constitution, c'est donc ce qui définit la société, les règles de la société. Et si on change la Constitution, on change les règles de la société. On peut changer du tout au tout une société pour passer d'une démocratie à une autre. On peut donc démocratiser les sociétés en démocratie représentative et participative avec des outils de démocratisation, tels que, pour la démocratie représentative, la séparation des pouvoirs, la reconnaissance du vote blanc, le tirage au sort des représentants. On peut filmer aussi les rendez-vous entre représentants, etc. Il y a tout plein de moyens possibles. En démocratie participative, on peut également la démocratiser en ajoutant par exemple le référendum ou le référendum d'initiative citoyenne ou populaire, qui reste quand même limité dans le sens où le peuple dit oui ou non à un choix binaire qui n'est pas forcément représentatif de la complexité des situations réelles, et les solutions apportées ne sont pas forcément idéales, si je peux le dire. Alors, on peut aussi avoir des sondages délibératifs télévisés. Ça connaît un fort succès donc, dans les pays où c'est appliqué. C'est peu connu. On peut faire des assemblées consultatives aussi. Il y a plein de moyens de démocratiser une démocratie participative. Alors en Suisse, c'est une démocratie participative, mais il y a quelques outils de démocratie directe dans le sens où le peuple peut, dans certains cantons, voter des lois locales. Ça reste limité. Moi, je vais parler d'une démocratie directe totale, sans aucun représentant, à aucun niveau. Alors, il y a 2500 ans maintenant, vu qu'on est en 2018, il y avait la démocratie athénienne. Bon, c'était un essai de c'était le début. Il y avait des citoyens, les femmes et les esclaves étaient exclus, mais ils arrivaient quand même à se débrouiller en démocratie directe. Ils choisissaient donc des citoyens, 500 citoyens tirés au sort, qui proposaient des lois pour moitié à une assemblée du peuple. L'autre moitié des lois proposées étaient faites par les citoyens directement, et on votait les lois à la majorité. Le fait de voter à la majorité, ça emmène des problèmes de minorité exclue. Et le fait qu'il n'y ait qu'une seule assemblée fait que ce système n'est pas reproductible à l'ensemble de la société aujourd'hui, avec toutes les villes dans un pays. Il y aurait il y a beaucoup d'assemblées et on ne savait pas jusqu'à présent, parce qu'avec la méthode D on peut le faire, mais on ne savait pas relier tout cela sans hiérarchie. Donc que ça reste avec le principe de la démocratie directe. Alors donc dans les définitions toujours, il y a différents types de votes. Il y a le vote à la majorité qui lui peut être... il y a comme variante le système Condorcet, système Borda, il y en a plein. Mais à chaque fois ça crée une minorité.
une minorité exclue des décisions, ce qui crée des conflits. Le compromis, ça a tendance à faire un rapport perdant-perdant dans le sens où on prend un petit peu de chaque et rien, personne n'a ce qu'il voulait de fait. Le consensus, donc quand personne n'est contre, quand on est contre, on explique pourquoi, ça emmène à un débat, on recherche rationnellement une nouvelle solution qui ne nuise à aucun intérêt. On fait marcher au maximum l'intelligence collective, pardon. Et quand l'intelligence collective est au maximum, c'est là qu'on vraiment on assiste à des consensus en série. Dans les débats que personnellement j'ai assisté, c'est chaque fois l'intelligence collective maximale qui permet d'avoir un consensus. Il faut aussi savoir remonter à l'origine des conflits pour pouvoir les changer, pour trouver une nouvelle solution. Quand on ne peut pas le faire, on a du mal à trouver un consensus. L'unanimité, bon, quand tout le monde est pour, ouais, alors là, c'est un petit peu compliqué dans le sens où pour y arriver, il faut vraiment être très évolué, c'est des méthodes très évoluées. C'est peut-être réservé pour les sociétés un peu plus évoluées que nous avons aujourd'hui. Alors, pour coller avec le principe de non-hiérarchie de la méthode D, quand on organise une assemblée, on va l'organiser aussi sans hiérarchie, c'est-à-dire tout le monde au même niveau. Pourquoi? Donc on va se mettre en cercle. Pourquoi en cercle? Parce que tout le monde peut se voir. Contrairement à d'autres figures où on ne peut pas voir les gens qui sont sur la même ligne que nous, c'est une logique géométrique. Là, tout le monde regarde une personne, donc c'est encore de la hiérarchie. Sauf ici où on a un amphithéâtre circulaire qui semble être la meilleure des structures pour débattre et que tout le monde soit au même niveau. On peut utiliser des signes de main pour communiquer aussi. Il y a plein de méthodes, on va le voir juste après. Quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait un scribe, parce que c'est le personnage central de la méthode de mise en lien de toutes les assemblées, c'est le scribe. C'est lui qui écrit les résumés, et c'est grâce aux résumés, on va le voir tout à l'heure, qu'on peut mettre en lien toutes les assemblées, sans hiérarchie. Donc là, ce sont des méthodes assez évoluées, donc je vous laisserai faire vos propres recherches. Je m'arrête juste sur la sémantique générale d'Alfred Korzybski, qui appliqué à bon escient, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et je conseille à tout le monde de s'y intéresser. Alors voilà le principe de base de la méthode. Il y a donc deux assemblées. Dans chaque assemblée, on écrit un résumé des débats qui ont eu lieu. On écrit donc chaque argument, contre-argument qui s'est dit dans l'assemblée. À la fin de l'assemblée, on envoie son résumé à l'autre assemblée. L'autre assemblée donc lit le résumé devant tout le monde. Tout le monde s'informe donc de ce qui est dit dans l'autre assemblée. On peut ensuite débattre des arguments qu'on vient d'entendre, qui sont ceux de l'autre assemblée. On débat, on argumente, on réécrit un résumé qu'on renvoie à l'autre assemblée. Et ainsi de suite, par va-et-vient des résumés, on arrive à faire une communication interassemblée. Et on peut arriver donc à des consensus, tout au moins à débattre de sujets précis et arriver à voter à la majorité au besoin. Parce que la méthode D peut être appliquée avec les votes à la majorité ou au consensus. Donc là, on voit 4 assemblées, mais en réalité, on peut en mettre un nombre infini. Chaque assemblée donc écrit un résumé et va envoyer son résumé sur ce que j'appellerais un support, qui peut être un tableau ou un site informatique. Sur ce support, on procède à une synthétisation de tous les résumés. Donc on va trier par thème tout ce qui y est dit, on va ranger chaque argument par thème, argument contre argument. On va enlever tout ce qui est en double pour garder vraiment quelque chose de très synthétique. On peut, après, avec des méthodes encore plus évoluées, synthétiser au maximum les choses, sans jamais rien enlever, bien sûr. Et ensuite, cette synthèse, en rouge, on l'emmène à chaque assemblée.
Chaque assemblée lit la synthèse, redébat, comme tout à l'heure avec 2 assemblées. On débat des arguments de la synthèse, qui sont donc les arguments des autres assemblées. On réécrit ensuite un résumé qu'on réenvoie sur le support, on resynthétise, on renvoie aux assemblées, ainsi de suite. Et par ce va-et-vient des résumés, on arrive à avoir un débat inter-assemblée sans bouger de son assemblée. C'est bien là. Le cœur de la méthode, c'est de débattre sans aucune hiérarchie entre assemblées. Avant, il y avait une assemblée centrale qui collectivisait tous les trucs. Là, il n'y a plus d'assemblée centrale. Alors donc là maintenant on va voir les applications possibles. Alors ici par tableau et par site web comme on vient de voir. Les assemblées en rond font un système de va-et-vient avec le résumé et les synthèses avec le tableau. Là c'est les différentes applications, bon, il peut y en avoir beaucoup plus. Je vais juste parler donc de quelques-unes, mais on pourrait en débattre longtemps, mais la vidéo est courte. Alors, les manifestations, on peut autogérer une manifestation. Quand une manifestation est sur une place, on fait des petits groupes, 50 personnes, on débat d'un sujet précis, on envoie tous les 10 minutes, imaginons, le résumé sur un tableau central, on synthétise, on envoie la synthèse au petit groupe, on redébat, et ainsi de suite. On peut arriver en quelques minutes à prendre une décision collective et autogérer l'assemblée pour choisir son chemin, autogérer la manifestation pour choisir un chemin, choisir un mode d'action, etc. On peut aussi le faire pour des réunions où tout le monde est dans un centre, il y a plusieurs assemblées, et plutôt que de faire une assemblée centrale, on va faire plein de petites assemblées reliées avec la méthode de tableau. Le site web, ça sert quand il y a des assemblées qui sont très éloignées. On peut utiliser le site web, mais c'est exactement la même méthode. Alors là donc on a le cas de figure où il y a 4 assemblées qui communiquent avec un site, donc de système de va-et-vient, et le site collecte les assemblées et fait la synthèse. Et là on a des gens extérieurs aux assemblées qui vont sur le site voir ce qui s'est dit. Et alors là il y a plusieurs cas de figure possibles. Soit c'est juste consultatif, soit c'est participatif, et on peut prendre des décisions. Les gens qui sont extérieurs aux assemblées peuvent, en cas de recherche de consensus, proposer des vétos. Après, le veto peut être accepté ou non. On peut dire qu'il faut venir en assemblée pour s'expliquer. Ils peuvent voter à la majorité ou pas. Hein. Tout est possible. Et cette méthode, particulièrement, c'est cette méthode-là qui pourrait être appliquée dans un cadre de réécriture de la Constitution. Les gens pourraient participer de chez eux ou d'assemblée. Les plus motivés iraient en assemblée. On pourrait participer de chez soi au débat sur un sujet précis, donc qui est la réécriture de la Constitution. Donc ça reste largement possible, même avec un nombre d'assemblées réparties sur tout le territoire, vraiment 1 million de personnes. Sur un thème précis, les arguments ne sont pas non plus illimités. On peut faire des assemblées illimitées, mais les arguments sur un sujet ne sont pas illimités. Donc on peut toujours arriver, avec rationalisation, à synthétiser tout ça et à arriver à des consensus. Donc voilà pour la réécriture de la Constitution. Alors, on peut également gérer un territoire. C'est carrément possible avec la méthode. Donc là en rouge, c'est le réseau informatique. Avec, on voit 5 cas possibles. C'est ce que je définis comme étant les différents possibles de connecter à un réseau pour un territoire, que ce soit une ville, un pays, le monde entier. Donc il y a les formes d'assemblées. Les assemblées, il peut y en avoir un nombre illimité. Les individus, qui avec leur téléphone, bon,
ou une borne informatique, les habitations, donc de chez soi. Ça, c'est un amphithéâtre circulaire, c'est un bâtiment, on va dire, optimisé pour recevoir des assemblées au plus grand maximal. Un centre informatique, donc pour relier justement et collecter les données. Là, une maison de la démocratie directe qui permet de relier les assemblées qui ne sont pas connectées à l'informatique. Les gens qui sont par téléphone, par courrier. Et à l'intérieur, il y a un tableau avec la méthode du tableau qui synthétise donc ce qui est dit et qui fait le lien avec l'ensemble du réseau. Et, donc on peut imaginer donc une société entière en démocratie directe. Ensuite, on pourrait même, si on extrapole un peu, imaginer qu'on a changé toutes les lois sur l'économie, l'éducation, le travail, la science. Et on utilise la méthode D pour relier en fait les gens. Et donc pour l'économie, on pourrait faire une économie basée sur la répartition gratuite des productions autogérées, etc., etc., quoi. On peut vraiment tout changer, quoi. Donc j'en arrive à la conclusion. Alors la transition, elle peut être lente, rapide, très lente. Ça serait une application très lente, progressive, une assemblée par là, une association, un collectif, progressivement, ça sert de modèle. Les modèles sont copiés, mais c'est très lent. D'année en année, on arrive peut-être à une ville, un jour un pays, et bien plus tard le monde entier peut-être. Enfin, très très lent, on peut imaginer que ça n'arrive même jamais. Et très rapide, une transition très rapide, ça serait donc prise de pouvoir par la violence ou autre, et application immédiate sans consultation du peuple. Ce qui, selon moi, pose un petit problème. Si on ne propose pas aux gens de participer à ce qu'ils vont faire, on ne leur pose pas la question, c'est un peu trop autoritaire, je pense. Ça fera beaucoup de conflits qui risquent de faire écrouler la société. Donc je finis par une proposition de transition, proposition de revendiquer ceci ça peut être revendiqué donc par un mouvement populaire par exemple, c'est de lancer une réécriture de la Constitution. Selon moi, la réécriture de la Constitution, c'est la base d'un changement permettant d'arriver à une démocratie directe. Donc la réécriture et son application, pour ne pas se faire avoir comme l'Islande qui n'a jamais appliqué sa Constitution. Donc il faut vraiment penser réécriture, c'est-à-dire définir la société qu'on veut, et l'application. Donc il faut également définir dans quelle société on vit maintenant, pour tracer une ligne droite qui serait une transition entre la société maintenant et la société qu'on veut, et l'application de cette transition, c'est-à-dire le déclenchement du processus, l'application du processus et la vérification que tout se passe bien, et jusqu'à la société idéale qu'on a choisie. Voilà, donc selon moi, la méthode D permettrait d'organiser le monde entier en harmonie.